remercie personnellement. Je vais commencer par remercier Monsieur Bennani qui est avec nous maintenant et qui nous supporte aussi dans toute la partie digitale. Je remercie aussi Monsieur Soufiane, Monsieur Amin Rahali et Monsieur Ed Dakiri Sami et toutes les autres personnes qui nous ont aidés de près ou de loin. Voilà. Donc, avant de commencer, je tiens d'abord à passer mes condoléances à toutes les personnes du monde qui ont, voilà, vous avez compris, que nous avons perdu, en tout cas dans cette guerre contre le Covid-19. Et j'espère que ceux qui sont atteints actuellement, ceux qui sont hospitalisés, ils se remettent rapidement. On a besoin de vous tous. Et espérons que l'Afrique gagnera sa guerre contre ce coronavirus, comme toutes les autres guerres qu'elle a gagnées auparavant, contre par exemple Ebola et autres maladies. Donc, Dr Hamid Amin, animateur de ce live, fondateur du African Network for Sustainable Development. Merci beaucoup à vous. J'ai avec moi 4 invités qui sont très chers à mon cœur. D'abord, Monsieur Mamboro, qui est directeur central chargé des ressources humaines. Monsieur Kizir, qui est fondateur d'une grande institution associative, qui aura l'occasion de nous exposer tout à l'heure, qui est Inspire the World Foundation. Monsieur Koulibaly, qui est d'abord
aussi très cher à mon cœur parce qu'on travaille ensemble, lui et moi, sur un des mêmes secteurs. Nous sommes tous les deux des, euh, des, euh, des accélérateurs SDGs. Lui, il est officiellement, moi, je travaille un peu en background, mais lui, il est expert en développement rural et il a travaillé beaucoup sur l'accélération des SDGs. Il est du Mali. En fin de compte, mon cher Rich, qui est un jeune politicien, qui a travaillé dans différents cabinets de ministres, et qui est aussi un expert, comme nos amis. C'est un assistant aussi d'enseignement, de recherche à l'université dans le domaine de l'innovation. Donc, bienvenue à tout le monde et merci beaucoup pour votre présence. Donc, je vais donner d'abord la parole rapidement. Donc, ça va être vraiment du 20 secondes pour chacun de vous pour nous parler. Mais avant de vous passer la parole, j'ai envie aussi de saluer toutes les personnes qui nous suivent un peu partout en Afrique. Il y a des amis maliens qui sont avec nous, il y a des amis mauritaniens, je vois aussi il y a des amis du Togo. C'est magnifique. Je vois aussi des gens de Libreville, donc ce qui est extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons une belle diffusion en ligne et on aura l'occasion de partager avec tous nos amis, amis et frères et sœurs aussi dans le continent africain. Donc, je céderai la parole. 20 secondes, Monsieur Ibrahim Membourou. Une petite introduction avant de passer au débat. Merci beaucoup. Allez-y, Monsieur Membourou, on vous écoute. Ben, écoutez, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous et de prendre part à ce live pour parler d'un domaine, d'un point qui est très important. Il s'agit bien sûr de parler du capital humain rural et voir ensemble qu'est-ce que ce capital humain rural peut faire peut contribuer pour le développement de nos pays et pourquoi pas de toute l'Afrique. Donc, c'est un thème extrêmement important et j'ose croire que nous serons à la hauteur et que nous allons apporter le maximum d'informations à nos amis qui nous suivent à travers le monde par rapport donc à ce thème très important. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mambourou. Je veux juste rappeler que Monsieur Mambourou, il est c'est un expert dans le domaine du capital humain aussi, et il nous parle de Libreville. Merci beaucoup, Monsieur Mambourou. Je cède la parole à Monsieur Rich Kitondoua de la République démocratique du Congo pour une petite introduction. Allez-y, Monsieur Rich. D'abord, je tiens à remercier l'équipe de l'ANSD qui m'ont fait honneur de prendre part à ce live pour parler du rôle du capital humain rural dans le développement de l'Afrique, car c'est un sujet majeur, un sujet d'actualité qui touche principalement le continent africain, qui est émergent. Alors, c'est un plaisir pour nous et aux amis à travers le monde qui nous suivent de prendre part à ces lives avec nous ensemble pour entendre nos propos que nous allons développer incessamment en vue de tous les sujets qui seront mis à table. Un grand merci à vous, à l'équipe ANSD, de nous faire honneur. Alors, je tiens à rappeler que M. Kitondoua nous parle de la République démocratique du Congo et il est aussi secrétaire général de l'OSPCOP qui va après nous dérouler pour nous expliquer l'importance de cette grande structure dans le développement de son pays. Monsieur Khalid Kizir, un jeune qui a vécu longtemps au Maroc, qui était président on la connaît tous, cette association de jeunes Africains qui étudient au Maroc. Et il va nous parler brièvement de ça avec une petite introduction avant de passer au sujet. Allez-y, Monsieur Kizir. Il va nous parler du pays du Togo. Allez-y, Monsieur Kizir. Merci, Monsieur Amin. Déjà, bonsoir à tout le monde, tous qui nous suivent actuellement. Et je ne peux que vous remercier, comme l'ont fait aussi les prédécesseurs tout à l'heure. Merci déjà de votre invitation pour ce live et bien sûr aussi sur ce thème aussi qui parle du développement du capital humain rural. Parce qu'en réalité, ces dernières années, ces derniers mois, les mots, le vocabulaire qui revient beaucoup plus, c'est tout ce qui est développement, croissance, compétitivité. Et cela est très intéressant de voir qu'on peut associer tous ces mots-là avec le monde rural, en quelque sorte. Qu'est-ce que le monde rural, qu'est-ce que le capital humain rural peut apporter
au développement, bien évidemment, de notre cher continent, l'Afrique. Donc, comme il l'a dit, c'est vraiment un honneur pour moi. Je suis au Maroc ici, mais je suis originaire du Togo, petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci, monsieur Ami. Merci à vous. Donc, je vois, il y a quelqu'un qui est très fatigué, c'est notre ami Kassoum. Kassoum, je sais tout l'effort qu'il fait à travers ses activités. Je crois que hier encore, je vous ai appelé quelquefois, vous étiez en réunion 2 ou 3 fois. Donc, Allah يعاونك, ça fait plaisir. كنتمنى انك تكون كدوز رمضان مبارك سعيد. Allez-y, c'est Kassoum. Parlez-nous un peu de l'accélération SDGs. Qu'est-ce que vous faites pour la communauté malienne, internationale, rapidement en 20-30 secondes. Allez-y, monsieur Kassoum. Bonsoir Amine et bonsoir à tous les Africains d'Afrique et de la diaspora. Je pense que c'était un plaisir pour moi de participer à cet échange ce soir avec les frères africains du Maroc, de la RDC, du Togo, je crois, et de tous ceux que nous suivons en ce moment. Alors, donc, je suis Kassoum Koulibaly, je suis originaire du Mali, né en Côte d'Ivoire, amoureux du Maroc, visiteur de beaucoup de pays d'Afrique de l'Est, du centre, du Sud, de l'Est, partout. Voilà. Donc, je suis fondateur d'une organisation qu'on appelle le Groupe de développement de l'Afrique, qui est une organisation technique, qui est un peu notre PNUD, Programme des Nations Unies à notre niveau. Et nous contribuons à l'accélération des objectifs de développement durable. Et nous travaillons essentiellement sur les questions de changement climatique et de genre. Comme vous savez, l'objectif de développement durable 5 est un objectif pertinent pour nous et particulier, car le capital humain était aussi le capital féminin, qui est aussi en Afrique d'une certaine manière inégalement ou sous-valorisé. Donc nous pensons que pour accélérer le développement durable en Afrique, le capital humain qui est à 50% capital féminin doit être aussi intégré dans toutes les réflexions stratégiques, politiques, techniques, et de pouvoir faire en sorte que l'Afrique puisse retrouver sa place au sein de la communauté internationale mondiale pour que nous puissions rejouer notre rôle de leader mondial. Voilà un peu en introduction ce que je peux dire et très heureux d'être parmi vous du Sahel, du Mali, malgré cette chaleur qui est très forte en ce moment. Merci. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Kassoum. Alors, je vais rappeler le message de monsieur Mohamed Benani qui vous dit, s'il vous plaît, pour ceux qui ne sont pas orateurs, de ne pas activer leur micro pour permettre aux autres de travailler tranquillement et essayer de nous envoyer des messages par chat. So, Pan-Africanism actually reflects a range of political views. At a basic level, it's a belief that African people, both on the African continent and its diaspora, share not merely a common history, but a common destiny. Ça nous parle bien. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est d'abord un développement politique. C'est d'abord un travail sur le capital humain pour arranger les locaux avec les diasporas. It's a hope. C'est aussi un espoir d'avoir un continent uni basé sur la philosophie du panafricanisme. Notre live va se décliner en 3 axes principaux et vous connaissez aussi notre politique. 3 axes et 3 mots. Premier axe, c'est le gros mot, le monde rural en Afrique et les partis politiques. Est-ce que les partis politiques dans votre pays ont un programme pour le monde rural? Le deuxième axe, c'est un jeu, le jeu de se découvrir, de dire ce qu'on est, notre identité, d'où on vient, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui et où on va. Et troisièmement, un mot franc, en troisième axe, c'est de parler de l'avenir du monde rural en Afrique et quels sont les grands obstacles et freins et où se trouve la vraie opportunité. Donc, ma première question déjà, je passe ma question à Monsieur Mambourou. Monsieur Mambourou, chez vous, à Libreville, au Gabon, est-ce qu'il y a une réelle vision sur le capital humain rural? Est-ce que les gens qui habitent dans le monde rural aujourd'hui, est-ce qu'ils ont leur place? Est-ce qu'ils ont leur mot? Ou est-ce que c'est seulement le travail de la terre et des mines et des oasis
et que la richesse va dans les villes. Allez-y, monsieur Membourou. À vous la parole. Écoutez, je vous remercie de cette première question. Effectivement, au Gabon, en ce qui concerne donc mon pays, le Gabon, il y a une véritable politique rurale. Il y a une véritable politique rurale lorsque la population rurale. Le Gabon, mon pays, on va dire que pratiquement la population rurale, du fait que les universités et les grandes écoles sont basées dans les grandes capitales comme Libreville, Port-Gentil, Franceville, les populations rurales sont obligées, donc les enfants qui naissent donc dans les villages et tout le reste sont obligés de se déplacer pour venir en ville. Ce qui fait en sorte que la population rurale aujourd'hui est estimée sur une population globale de près de 2 millions d'habitants au Gabon. La population rurale est estimée à 13%. Ce qui fait en sorte que aujourd'hui, chez nous, ce sont pratiquement les vieux qui sont restés dans les villages. Pour inciter la jeunesse à repartir vers les villages, donc les populations, rejoindre nos populations rurales, le président actuel a multiplié un certain nombre de programmes, notamment un programme GRAIN, c'est le programme agricole, qui va aider nos populations à obtenir non seulement le soutien de l'État, mais à leur permettre de se lancer actuellement dans les domaines agricoles. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et aussi, pour essayer de ramener donc cette population qui est venue à Libreville et à Port-Gentil et Franceville, comme je l'ai dit tantôt, il y a aussi des mécanismes qui ont été mis en place. Notamment, nous avons signé des contrats avec des institutions internationales. Et si je parle plus de l'agriculture, c'est tout simplement parce que mon pays importe tout ce que nous mangeons à hauteur pratiquement de 60%. Le Gabon ne produit pratiquement pas grand-chose. C'est pour cette raison que je m'intéresse beaucoup plus, en ce qui concerne donc les populations rurales, je m'intéresse beaucoup plus à l'agriculture. L'agriculture actuellement qui a tout un ministère et aussi des programmes qui ont été mis en place, je l'ai déjà dit. Et ces programmes-là permettent donc à ces jeunes de repartir au village pour pouvoir exploiter la terre et aussi mettre en valeur le fruit de leurs produits afin de ne plus se déplacer, mais beaucoup plus rester sur place pour pouvoir donc attirer les populations urbaines vers les populations rurales. Voilà. Et comment ça se passe la transition? Est-ce qu'il y a une réponse des jeunes? Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce qu'il y a une volonté de retour? Oui, tout à fait. Il y a une grande volonté parce que je vous informe, peut-être, le président de la République a mis en place un programme avec l'Agence nationale de l'urbanisme et des travaux topographiques au fin d'octroyer à chaque jeune qui s'intéresse à la terre, d'octroyer à ces jeunes des titres fonciers afin qu'ils puissent avoir des terres à partir desquelles ils vont donc s'y mettre. Et donc, de financement des entreprises, on va revenir à cet axe qui est très important. Et je cède la parole à M. Kalsoum et je lui pose la question. M. Kalsoum, le Mali aujourd'hui, c'est le Sahel, avec tout ce qu'il y a dans le Sahel. Comment le monde rural est valorisé? Comment le monde rural valorise le pays? Parlez-nous du monde rural au Mali, M. Kalsoum. Allez-y. Merci. Je pense que aujourd'hui, quand vous parlez du Mali, c'est un pays de 1 200 000 km², donc qui est essentiellement constitué de environ 60 à 70% de population résidant dans le monde rural. Et c'est un pays qui est traversé par 2 grands fleuves, le fleuve Niger et le fleuve Sénégal, et qui sont les 2 plus grands fleuves de l'Afrique que nous connaissons. Alors, donc, il faut reconnaître que notre pays, à travers tous les partis politiques, je pense que aujourd'hui, on ne peut ignorer le rôle et la place du monde rural dans la politique de développement du Mali. Quand vous faites une élection présidentielle aujourd'hui, que vous n'avez pas l'ensemble des cotonculteurs maliens avec vous,
pense qu'il est difficile pour vous de pouvoir passer une élection. Quand vous êtes aujourd'hui une autorité politique et que vous fassiez votre budget annuel et que vous ne tenez pas compte des besoins du monde rural, il est difficile que vous puissiez avoir la paix sociale. Aujourd'hui, je pense que le Mali est l'un des rares pays qui a, qui respecte le protocole de, disons, la convention de Maputo, où nous consacrons plus de 15% de notre budget annuel au secteur agricole. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui mesure, qui dénote l'importance que les plus hautes autorités de la République accordent au secteur rural. Et quand on parle du secteur rural, c'est aussi favoriser l'accès à l'éducation au monde rural, favoriser l'accès aux services sociaux de base en général, que ce soit la santé aussi, favoriser l'accès à l'énergie et faciliter la construction d'infrastructures qui permettent à ce monde rural-là de pouvoir se connecter au monde urbain. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la priorité pour notre développement aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est un pays de 1 200 000 km² qui est faiblement dense en ressources humaines, mais qui a 60 à 70% de population vivant dans ce monde rural. Et comme vous savez, où est-ce qu'on voit, par exemple, monsieur Coulibaly, où est-ce qu'on voit, par exemple, l'impact? Vous dites que on ne peut pas être élu dans une des chambres si on n'a pas avec nous des gens, ce qu'on appelle aériens, par exemple, chez nous au Maroc, etc. On ne peut pas être dans les deux chambres si on n'a pas avec nous le rural. Mais à quel point les politiques ils répondent à la demande et à quel point ils mettent en place des lois visant la promotion du monde rural, et où est-ce qu'on touche l'impact? What is the physical evidence? C'est-à-dire la preuve. Où est la preuve? Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, quelques modèles économiques, quelques visions agricoles ou artisanales ou autres qui ont vraiment impacté positivement sur le monde rural au Mali? Absolument, absolument. Je pense que l'une des grandes réformes qui ont été prises aujourd'hui au Mali pour le monde rural, c'est l'adoption de la loi d'orientation agricole depuis les années 2006, qui ont permis de pouvoir donner une vision de qu'est-ce que nous entendons par le développement rural en République du Mali. Et ça, je pense que cette loi d'orientation agricole-là, qui définit deux catégories d'acteurs dans le monde rural, qui sont les exploitations agricoles familiales et qui sont les entreprises agricoles, avec tout un ensemble d'actions qui sont prévues pour pouvoir faire en sorte que ce monde rural puisse s'épanouir. On reviendra sur ce sujet agricole, si vous permettez, et je vais vous couper pour aller chez Rich. Rich, okay, je sais que le territoire de Kinshasa, c'est la superficie de Belgique, c'est ça? Je sais aussi que vous avez plus de 9 frontières. C'est un pays qui est immense. J'ai visité le Congo-Brazzaville en février dernier. C'est magnifique. J'ai vu un peu le climat chaotique. Comment ça se passe chez vous? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez aussi la même chose que les autres participants? Comment ça se passe? Est-ce que les partis politiques intègrent un développement rural, une politique rurale dans leurs programmes électoraux? Allez-y, monsieur Rich, dites-nous. Merci pour la parole, Amine. D'abord, j'aimerais expliquer quelques termes qui permettront à nos interlocuteurs de comprendre, parce que là, dans le sujet, on a parlé du capital humain. Alors, j'aimerais d'abord dire par capital humain, on sous-entend, ce sont des personnes ressources, en fait. Des personnes ressources, des personnes possédant des potentialités permettant à émerger. Ce sont celles-là qu'on appelle le capital humain. Alors, par développement aussi, j'aimerais émettre une nuance. Parce que dans le développement, on a le développement intégral et le développement intégré. Dans le développement intégral, c'est quand on touche dans tout le secteur de la vie de manière superficielle, disons dans l'ensemble. Là, on voit le développement intégral. Tandis que dans le développement intégré, c'est quand vous visez un secteur précis, un secteur dont on entre en profondeur jusque dans l'aboutissement. Et par ailleurs, je dirais en Afrique, quand on voit plus le développement rural,
on vise plus le secteur agricole. C'est ce qui souvent fait référence du monde rural en Afrique. Alors, pour revenir à votre question, vous avez demandé si la RDC, si les partis politiques ont des programmes par rapport au monde rural. Je dirais le parti politique, non. Mais le gouvernement, oui. Précisément, la RDC, depuis l'année passée... Le gouvernement, c'est partout l'apanage des partis politiques ou est-ce que c'est vraiment dissocié en RDC? La RDC, particulièrement, est un pays qui regorge une multiplicité de partis politiques. Combien, par exemple? Vous avez combien? On avoisine au moins 500 partis politiques en RDC. Vous avez 500 partis politiques? 500 partis. Voilà pourquoi, depuis l'année 2018, lors des élections, il y a eu les regroupements de partis politiques qui se sont regroupés en plateforme électorale qui ont permis à ce que, voilà pourquoi même actuellement, principalement, ici en RDC, il y a 3 principaux grandes plateformes politiques dont vous entendez parler souvent du FCC, qui était qui est l'actuel parti majoritaire au Parlement, issu de l'ancien chef de l'État. Il y a la plateforme Cash, qui est celui du président de la République actuelle, et il y a l'une des plateformes de l'opposition qu'on appelle la Mouka. Mais la gestion de l'État et du gouvernement, elle est indépendante du parti politique. Très bien. Alors, très bien. Donc, je vais vous couper ici, Rich, et je vais revenir sur cette question de démocratie délibérative et comment les partis politiques créent une synergie avec les gouvernements et comment le gouvernement crée la synergie avec les élus. Et je vais directement chez Monsieur Kazir. Monsieur Kazir, je sais que ça fait un bon moment que vous êtes au Maroc, mais je sais aussi que vous portez un regard très profond sur ce qui se passe au Togo. Donc, parlez-nous un peu du Togo, parlez-nous des partis politiques, comment ils font pour intégrer ce capital humain du monde rural dans leur politique. Allez-y, Monsieur Kazir, à vous la parole. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Amin. Déjà, je vais commencer par ce que mon prédécesseur a dit tout à l'heure en parlant du capital humain. Donc, en gros, c'est tout ce qui est potentialité qui peut devenir, en gros, un potentiel humain qui peut devenir, en gros, plus tard, une compétence qui sera demandée. Donc, tout ce qui est potentialité, il faut l'entretenir pour pouvoir prendre soin de ça pour qu'il puisse émerger un jour pour donner des fruits très probants. Donc, ce que j'ai à dire, c'est que au Togo, quand on parle du monde rural, en fait, il faut remarquer un truc, c'est que face à la montée de l'urbanisation, le monde rural au Togo semble, pour certains, ancré dans des valeurs du passé, d'accord, et voué forcément à un déclin, je veux dire, un déclin irréversible. Mais voir le monde rural de cette façon, c'est avoir une vision superficielle en réalité, car le monde rural est entré au Togo vraiment dans une phase de profonde transformation, d'accord, qui fait en sorte qu'il le place dans un champ de développement économique, d'accord, et bien évidemment à comparer avec les sociétés contemporaines d'aujourd'hui. Donc en gros les sociétés modernes, donc la vie, je dirais, à la capitale. Le Togo c'est un tout petit pays et je dirais que la majeure partie de la vie économique, tout ça se passe à la capitale. Donc comme dans tout pays d'Afrique, on remarque un exode rural des campagnes vers les villes, d'accord. Mais en réalité, le rural est une catégorie de représentation au Togo qui est vraiment présente dans les débats politiques, d'accord, et dans l'action publique, surtout dans l'aménagement du territoire. Donc, quand je parle de débats politiques, je vais directement vers les partis politiques et du gouvernement. Donc, en réalité, comme l'autre l'a dit, les partis politiques n'ont pas vraiment un programme pour le développement rural, pour le capital humain rural, mais en réalité, c'est que les partis politiques, on les voit plus lors des élections, quand chacun fait campagne et les promesses, d'accord? Mais en réalité, la main à la pâte directement, c'est le gouvernement en place, que je dirais même que je félicite d'ailleurs avec, je vais vous donner des résultats bien concrets, avec la création en 2018 d'un programme qui s'appelle la MIFA. La MIFA, en réalité, c'est un mécanisme de fonds ou de financement pour l'agriculture au Togo. Donc,
elle a porté des fruits, disons, il y a une année de 2018 à 2019, elle a pu créer plus de 180 000 emplois, d'accord, au Togo. Donc, en quoi faisant? En passant par la formation des agriculteurs. Pourquoi on parle d'agriculteurs? C'est parce que quand on parle de milieu rural, ils sont dominés par les activités d'agriculture, d'élevage et tout. Donc, ils sont passés par des formations, par des programmes de financement pour les aider à mieux gérer leurs activités. D'accord? Mais, malgré ces avancées vraiment enregistrées, on remarque que l'impact des programmes, des projets de développement au Togo, bien évidemment, en milieu rural, demeure en deçà des attentes, d'accord, et des besoins des populations. Cela est dû forcément à une persistance de la faiblesse des infrastructures, d'accord, de la pauvreté qu'il faut noter surtout, et de la précarité, d'accord. Les infrastructures économiques et éducatives manquent beaucoup dans le milieu rural. Mais ce qui caractérise vraiment le côté rural aussi, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une prédominance des activités agricoles et pastorales, d'accord, et aussi des systèmes de valeurs. On va revenir sur la question des secteurs et je reviens chez Monsieur Ibrahim Mambourou. Monsieur Ibrahim Mambourou, vous m'avez dit au début que le monde rural au Gabon, il souffre de jeunes compétences et que la jeunesse quitte et les seniors restent. Maintenant, vous avez dit aussi que le Gabon, il fait beaucoup pour faire revenir les jeunes. Et vous savez très bien que la génération actuelle, universellement parlant, elle est la même. C'est une jeunesse indomptable. Comment on va faire? Comment faites-vous au Gabon? Quelles sont les politiques? Donnez-nous quelques exemples de politiques incitatives. Exemple, est-ce que vous avez développé des hubs technologiques, par exemple? Qu'est-ce qui se passe dans le monde rural? Quelles sont les politiques qui ont été un peu versées dans le rural chez vous? Allez-y, monsieur Ibrahim. Écoutez, comme je vous le disais tantôt, au Gabon, le Gabon qui est un tout petit pays de 265-667 000 kilomètres et qui compte moins de 2 millions d'habitants, environ 1,8 million habitants, le Gabon est beaucoup plus tourné vers tout ce qui est capitale et tout le reste, donc tout ce qui est urbain. Et donc, ce qui fait en sorte que toutes les populations, tous les jeunes quittent les zones rurales pour aller vers la ville. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que lorsqu'ils vont tous en ville aujourd'hui, c'est pour non seulement l'éducation, la formation, mais aussi pour avoir un emploi au terme de cette formation. Malheureusement, comme je le disais tantôt, le premier pourvoyeur d'emploi au Gabon, c'est la fonction publique, c'est l'État, avec plus de 100 000 fonctionnaires pour une masse salariale de plus de 700 milliards. Aujourd'hui, donc, l'État ne peut plus engager tous ces jeunes. Donc, les politiques qui sont mises en place incitent donc nos jeunes à repartir vers le monde rural. Et avec toutes les connaissances que ces jeunes ont acquis, je suis convaincu par rapport donc aux politiques qui sont mises en place par le gouvernement, comme le disaient déjà les panélistes qui sont avec moi ici. Chez nous, ce ne sont pas les politiques, les partis politiques qui mettent en place des politiques agricoles. C'est le gouvernement qui insuffle donc cette dynamique. Et donc, je vous disais tantôt lorsque j'ai pris la parole que le gouvernement gabonais a mis en place une politique qui est celle du programme Graines. C'est un programme qui vise donc à collecter des fonds et aussi à accompagner les jeunes qui acceptent de repartir vers le monde rural. Et aujourd'hui, il y a le ministre de l'Agriculture qui a mis un nouveau programme d'agriculture donc chez vous, qui fait en sorte que nous prenons donc des engrais pour montrer, pour former les jeunes à l'agriculture. On reviendra sur ce point de partenariat sud-sud et je vais aller chez Monsieur Kassoum. Monsieur Kassoum, oui. You are a chairman, CEO and founder of the Global Institute for Women Empowerment. Vous travaillez beaucoup sur l'approche genre
Moi, je vous connais personnellement, vous êtes un vrai militant de l'approche genre. Aujourd'hui, tous les pays africains ne peuvent se développer qu'à l'aune d'un développement du capital humain féminin aussi. Qu'est-ce que fait votre gouvernement pour le développement de la place de la femme au Mali? Qu'est-ce que fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des vraies politiques de discrimination positive, j'allais dire? Est-ce qu'il y a de vraies politiques de développement du rôle de la femme dans le monde rural du Sahel, du Mali? Allez-y, monsieur. Merci pour cette question. Bien avant de partir sur la question, Jean, j'aimerais quand même qu'on essaie quand même d'être réaliste sur un point. Dire que c'est seulement les gouvernements qui mettent en œuvre les politiques liées au monde rural et que les partis politiques ne sont pas impliqués dedans, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je dirais que le gouvernement, il est issu d'un parti politique qui a été élu, soit le candidat d'un parti politique qui a été élu sur la base d'un programme, n'est-ce pas, soit la présidence, soit les collectivités locales ou les collectivités régionales. Donc, naturellement, ce sont les besoins des membres de ces partis politiques qui sont aussi des citoyens qui sont du monde rural, qui sont remontés et portés en priorité dans les actions gouvernementales. Et je pense qu'il faut être assez quand même prudent sur cette déclaration. Et je pense que c'est ce point sur lequel j'aimerais revenir qui pour moi me semble fondamental. C'est vrai que peut-être que dans nos partis politiques africains, on n'a pas d'idéologie claire et peut-être qu'on ne fait pas de déclaration claire sur que le monde rural est le socle de notre développement, de notre épanouissement et de notre intégration dans le monde. Ça, peut-être que ça ne se dit pas comme ça, mais je dis qu'on est conscient que ce monde rural-là est au cœur de la problématique de l'action politique portée par les partis politiques. Ça, c'est fondamental, en tout cas chez nous au Mali. Merci pour la question. Mais est-ce qu'il y a un feedback? Mais est-ce qu'il y a un feedback? Le feedback, est-ce qu'il est là? Naturellement qu'il y a un feedback parce que quand tous les membres de ces partis politiques élisent des députés et ces députés qui vont à l'Assemblée reviennent faire des retours d'informations. Le nombre de femmes, la proportion des femmes députées dans le Parlement malien, par exemple. Aujourd'hui, je vais vous dire, aujourd'hui, le gouvernement malien a depuis 2011 une politique nationale genre qui prend en compte la valorisation des leaderships à tous les niveaux, y compris dans le monde rural. En 2015, le gouvernement actuel a pris une loi de discrimination positive qu'on appelle la loi 052 qui permet d'avoir au minimum 30% des femmes à des postes électifs ou des postes nominatifs. Le Parlement qui vient de boucler sa législature avec 14 députés sur 147 députés. Et tenez-vous bien, avec l'adoption de cette loi en 2015 et le nouveau Parlement qui vient de faire sa rentrée parlementaire le lundi 11, il y a 42 députés femmes élus au nouveau Parlement malien de 147 députés. Magnifique. Donc, vous voyez ce bond que nous avons fait de 14 femmes élues à aujourd'hui 42 femmes élues. Ils sont à peu près environ. En tout cas, c'est chose rendue parce que l'Afrique, de toute façon, est un continent matriarcal. Et là, je vais vous quitter pour aller chez Kézir et lui demander, Kézir, les jeunes aujourd'hui, Kézir, les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes chez vous, au Togo, est-ce qu'il y a des politiques publiques pour les jeunes du monde rural chez vous au Togo? Qu'est-ce que fait le gouvernement, les partis politiques pour les jeunes? Qu'est-ce que font les associations pour plaidoyer, pour faire du lobbying pour le développement de la place de la jeunesse dans le monde rural? D'accord. Oui, pour parler du cas du Togo, tout à l'heure, je vous parlais du programme de la MIFA, d'accord, qui est un mécanisme de financement, d'accord, d'aide pour tout projet agricole. Donc, ce que je vais d'abord citer, parce que la MIFA a été mise en place, je dirais, en 2018. Mais avant cela, en fait, il y a eu des programmes comme la PADAT, qui est un projet d'appui au développement de l'agriculture au Togo, et aussi la PASA. Donc, tout ça, c'était des programmes, en fait, pour aider les jeunes, je dirais, les nouvelles startups, les micro-entreprises, les petites PME, pour pouvoir les aider à s'insérer et aussi les aider aussi à, je dirais,
entreprendre dans le milieu rural, dans le milieu agricole, dans le milieu de l'élevage, dans le milieu de la production vivrière et tout. Et en réalité, oui, il existe un comité des associations qui sont là pour militer dans ce sens. Et même le projet MIFA découle en quelque sorte de cela parce que le président de la République, c'est lui qui a mis en place personnellement ce programme pour aider au financement. Donc, je dirais, aujourd'hui au Togo, pour créer une entreprise, surtout dans le domaine de l'agriculture, cela ne vous prend pas plus de 24 heures. Les formalités administratives ont été très assouplies pour que la création d'une entreprise, d'une micro-entreprise puisse se faire déjà très vite. Je dirais les barrières à l'entrée financière et tout ont été aussi très allégées pour pouvoir permettre, pour que cela ne soit plus un frein. Donc, dès que le projet est bien établi et que cela rentre dans des objectifs de création d'emplois, de l'allègement du territoire, de l'amélioration de la productivité, ce sont des projets qui sont reçus avec, je dirais, un grand enthousiasme. Vous voyez. Donc, à part quel est l'impact aujourd'hui? Quel est l'impact? Oui. Par exemple, je vais vous dire, dites-moi la proportion, par exemple, des jeunes dans les partis politiques, la proportion des jeunes dans les institutions élues. Dans le Parlement, par exemple, est-ce que vous avez des jeunes dans le Parlement, Parlement congolais? Oui. Le Parlement, nous avons 91 députés, même si la participation des femmes est un peu faible, elle est je pense qu'il y a 18 députés ou 17. Non, je ne parle pas des femmes, je parle des jeunes. Oui, exactement. En fait, je donne des résultats sur tous les bords, d'accord. Et pour les jeunes précisément, le pourcentage des jeunes qui sont représentés dans le Parlement est dans une approximation de 35 à 40%. Mais les jeunes sont beaucoup plus impliqués, je dirais, directement dans la vie active. Vous voyez, parce que quand je parle de ces micro-entreprises, par exemple, qui sont dominées par des jeunes, j'ai des amis propres à moi aussi qui ont mis en place des entreprises d'agriculture qui s'étendent sur des hectares et tout, et qui emploient d'autres jeunes, qui les apprennent des techniques, je dirais, agricoles pour les aider à mieux augmenter le rendement. Et pour parler même de chiffres, c'est que avec le programme MIFA, par exemple, pourquoi je parle toujours de ce programme MIFA? Parce que c'est un programme vraiment, je dirais, révolutionnaire qui a vraiment changé beaucoup de choses dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, et à l'année 2019, fin 2019, les prévisions qui étaient fixées de 7 milliards de francs CFA ont été atteints car ils ont eu des rendements de plus de 8 milliards de francs CFA. Vous voyez, et concernant pour cette année, il y a eu, je dirais, un refinancement encore, ou bien l'augmentation du financement de ce programme pour mieux aider les jeunes parce qu'ils ont vu que les rendements étaient très positifs. Les gens s'intéressaient beaucoup plus parce que les résultats étaient probants. Les politiques à l'entrée sont très faciles, c'est très simple pour acquérir cela. Donc oui, le milieu rural aujourd'hui, je ne dis pas que cela est à 100% au top, mais il y a eu une avancée très majeure qui fait en sorte qu'ils sont très valorisés et surtout pour revenir au capital humain, le capital humain est très valorisé par ceci, par la formation, par l'écoute aussi je dirais même des vieux agriculteurs, les jeunes aussi qui apportent leur main-d'œuvre, qui apportent l'innovation, vous voyez, par la technologie, par des infrastructures, par de nouvelles techniques agricoles appris forcément dans le milieu, à l'école et dans leurs différentes formations. Vous voyez, et pour un dernier point, il y a aussi le fait que le gouvernement a essayé de réallouer les allocations des dépenses publiques, vu que au départ, les dépenses publiques sont beaucoup partagées dans le milieu urbain, mais cela a été plus avancé aussi dans le domaine rural pour améliorer les infrastructures, surtout les infrastructures, surtout les infrastructures routières, parce que cela causait vraiment de gros problèmes, mais tout cela commence à être mieux arrangé. Donc, je vais aller à Rich. Merci beaucoup, Kézir. Rich. Ouais. Vous m'écoutez, Rich? Oui, je vous écoute. 500 partis politiques. Comment font ces partis politiques pour promouvoir le monde rural? Quel est le rôle de ces 500 partis politiques? Vous avez parlé de blocs de partis politiques tout à l'heure. Allons-y sur la question de blocs. Qu'est-ce que font ces blocs pour développer? Quelles sont les lois aujourd'hui qui ont été votées dans les deux chambres de votre Parlement, par exemple, et qui ont permis d'avoir un impact positif sur la vie des Congolais en RDC? Voilà, merci.
Donc, je reviens encore pour vous expliquer mieux. Donc, je comprends, vous voyez d'abord, l'Afrique est un pays, plutôt l'Afrique est un continent assez vaste. Donc, je viens plus pour appuyer par rapport à ce que M. Ibrahim a dit, contrairement à M. Koulibaly. La politique exécutive n'est pas assurée par le parti politique. C'est plus, donc, c'est une gestion personnelle. Comme actuellement, je dirais, la RDC est dans une nouvelle phase avec un nouveau gouvernement. Donc, depuis décembre 2018, il y a eu un nouveau président qui a été élu en RDC. Donc, aussitôt arrivé, il y a le président de la RDC, Félix, qui a mis en place un programme qu'on appelle le programme de 100 jours. Et dans son programme de 100 jours, l'un des axes principaux était, il avait visé le développement rural. Oui. Donc, c'était pas une politique qui était mise en place par le parti pour que le président vienne exécuter, mais c'est plutôt le président, il avait visé qui avait son programme. Donc, c'était pas une politique qui était mise en place par le parti pour que le président vienne exécuter, mais c'est plutôt il avait visé qui avait son programme. Donc, c'était pas une politique qui était mise en place par le, mais plutôt à la hiérarchie, soit au Parlement, à la gestion de l'État. Donc, le parti ne s'ingère pas de la gestion de l'État. Et ils sont là pour désigner les animateurs qui seront leurs représentants. Mais du fait qu'ils les auront désignés et que ces gens-là arrivent au Parlement, ils vont répondre devant des commissions au niveau du Parlement et dans l'État. Alors, par rapport à votre question, effectivement, la RDC, oui, il y a dans le programme de 100 jours que le président a mis en place, il y avait un programme qui a été aussi, les programmes de développement rural étaient alignés. Entre autres, la RDC l'année passée, en 2019, a eu l'honneur de recevoir le président de la Banque africaine de développement, qui était venu en RDC, qui a appuyé le président dans son programme de 100 jours, et dont il y a le ministère du Développement rural qui a bénéficié d'un financement auprès de la PAD pour financer des structures, des associations et des ONG qui avaient des projets pour d'améliorer. Donc, c'est par ces moyens que le gouvernement, en dépit du financement de la Banque africaine de développement qui a servi à financer le projet de développement rural, le gouvernement en soi aussi, chaque année, quand le Premier ministre va déposer son projet budgétaire annuel, il y a toujours un budget qui est réservé pour les financements de projets à développement rural. Chaque année, elle est impérative. Donc, ce sont des programmes qui sont gouvernementaux et non qui proviennent de partis politiques. Alors, je reviens chez M. Ibrahim. M. Ibrahim, le mot a été adressé à vous directement, donc allez-y, défendez-vous. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais lui dire à mon frère, celui qui a intervenu, mon contradicteur, là, tout à l'heure? Monsieur Rich, vous parlez de Monsieur Rich ou de Monsieur Koulibaly? Parce que nous sommes en Afrique centrale et nous avons les mêmes réalités. Oui, tout à fait. Les approches généralement ne sont pas les mêmes entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Celui qui a intervenu juste après moi, qui m'a contredit, en fait, en Afrique centrale, nous sommes beaucoup plus tournés vers les zones urbaines. C'est-à-dire, pour nous, chaque parent souhaiterait que son enfant aille à l'école, à l'université, et ne reste pas au village. Donc, ce qui fait aujourd'hui le Gabon, qui a pratiquement 54% de sa population qui est très jeune, 54%, c'est énorme. Et cette population, elle vit en ville, elle ne vit pas dans les zones rurales. Donc, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il va falloir mettre en place des politiques incitatives pour que ces jeunes repartent vers le village pour pouvoir donc exploiter les richesses que nous avons au village. Alors, monsieur Koulibaly, est-ce que c'est une question vraiment de politique? Est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur Ibrahim? Vous avez dit tout à l'heure que c'était pas seulement une question de politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez reformuler un peu la question, s'il vous plaît? Monsieur Ibrahim parle du Gabon comme étant un pays qui favorise l'urbanisation. Et il dit que il est du ressort des partis politiques et du gouvernement de développer des politiques ad hoc en monde rural. Vous avez dit tout à l'heure que non, il y a un travail aussi ascendant qui doit se faire. Il n'y a pas que la politique descendance qui doit se faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis?
Absolument, absolument. Je pense que c'est les deux sens, hein, c'est les deux sens. Mais fondamentalement, dans l'action politique, c'est les besoins des citoyens qui sont recueillis, transformés en volonté, en politique, qui sont maintenant mises en œuvre par un gouvernement, par des administrations publiques ou associées au secteur privé. Je pense que ça, quand même, cette démarche-là doit être fondamentale. C'est vrai que peut-être nos partis politiques sont souvent un peu trop personnalisés, c'est vrai, mais il y a derrière quand même des orientations qui viennent d'un parti politique et qui sont prises en compte par les gouvernants qui mettent en œuvre des différentes politiques et programmes et stratégies publiques. Et je pense que ça, c'est fondamental. De l'autre côté aussi, lorsqu'on est aux affaires, on est aussi tenté, selon notre compréhension de la situation, de faire des choses qui, quand même, selon notre bon sens, doivent permettre de pouvoir avoir un impact sur les populations rurales. Et ça, c'est dans les deux sens qu'on arrive à construire. Mais pour un pays qui doit fonctionner logiquement, qui part sur la place fondamentale des partis politiques dans toutes les orientations stratégiques d'un pays, naturellement, je suis convaincu que les citoyens et les membres des partis politiques, qui sont aussi des citoyens des zones rurales, participent vraiment à l'orientation des choix mis en œuvre par les différents gouvernements. Ça, je suis fondamental là-dessus. Oui, je suis d'accord aussi. Alors question réglée. Et ce qui nous, Monsieur Ibrahim, vous voulez rajouter quelque chose rapidement? Oui, non, justement, je voulais juste ajouter par rapport, je suis même heureux parce que en fait, finalement, on est tombés tous d'accord sur ce problème. Mais je voulais juste ajouter aussi que, en ce qui concerne, puisque vous avez posé la question, oui, vous avez posé la question sur le rôle des politiques. Alors, il y a lieu ici de dire que au niveau du Parlement, il y a un travail qui se fait. Le travail, c'est celui des parlementaires qui interpellent les membres du gouvernement au fin donc de mettre en place toutes les politiques, toutes les communautés permettent donc à tout le monde de repartir vers le village, notamment en mettant donc tout ce qui est comme communauté de base, de l'eau, la route, l'hôpital, les hôpitaux, l'école et tout le reste, pour pouvoir donc permettre à ces jeunes de retourner vers les zones rurales. Parce que vous conviendrez avec moi, en réalité, les plus impactées en matière de population, ce sont les populations rurales. Donc, il y a lieu de mettre ici, en ce qui concerne donc les politiques. Vous vous êtes mis d'accord. Vous vous êtes mis d'accord et c'est une bonne motivation pour passer au jeu. Deuxième axe, Monsieur Rich, on passera au deuxième axe. Le Maroc et le RDC, ce sont de très grands amis. Ce pays du Maghreb, qui est le Maroc, était aux côtés de la RDC en 1960 lors des deux guerres du Sahaba, en 1977 et 78. Parlez-nous aujourd'hui du RDC. Qu'est-ce que le RDC aujourd'hui? Quel rapport entretient-il avec le Maroc et avec l'Afrique? Allez-y, monsieur. Oui, sur le plan, sur ces plans en tout cas, je pourrais dire avec le nouveau régime, il y a le nouveau président qui s'est vraiment investi dès le début de son mandat. Je pense que c'est tous les pays d'Afrique qui l'ont remarqué et le président de la RDC avait tendance à sillonner un peu partout pour renforcer des relations diplomatiques avec tous les pays de l'Afrique et voire même du monde. Là, il est vraiment à sillonner. Alors là, c'est vraiment c'est tout le monde qui l'a vécu. Et je dirais par rapport à cela, c'est ce qui lui a permis même d'élaborer. Dans son programme, il a son programme à lui qu'il est en train d'exécuter. Bon, au début, il a commencé par le programme de 100 jours. Il a dit qu'il y avait d'autres programmes qu'il allait entamer après. Donc, nous sommes tous là, on est là, on observe, nous allons voir jusqu'où ça va nous mener. Mais sinon, je trouve que c'est déjà un bon départ. Là, en ce qui le concerne. Alors la RDC aujourd'hui, la RDC, parlez-nous de la RDC, c'est quoi? Parlez-nous de la RDC avec ses rapports avec des pays frères tels que le Maroc. Allez-y, monsieur Rich. Bon, la RDC en soi, personnellement, déjà, comme vous le saviez, actuellement, la RDC occupe la vice-présidence de l'Union africaine. Alors, par rapport au Maroc, on a toujours eu de bonnes relations diplomatiques, jusqu'à preuve du contraire. Là, c'est une évidence. Et non seulement avec le Maroc, mais actuellement, je dirais avec tout le pays d'Afrique, en grande partie.
même si en dépit des certaines petites divergences qu'on connaît, mais en gros, en soi, sur le plan diplomatique, les relations sont bonnes. Alors, si je dois parler en gros de la RDC, entre autres en rapport avec notre sujet, je pourrais justement revenir un peu en arrière, comme Monsieur Ibrahim l'avait souligné. Donc, par rapport au mot que j'avais défini au capital humain, les personnes ressources, en fait, les personnes ayant des potentialités, les difficultés que nos milieux ruraux ont sont que ces personnes ressources sont en minorité. Ils sont en minorité, mais sont des personnes qui manquent de moyens matériels afin d'exposer leur potentialité. Alors, par conséquent, ces personnes ont tendance à immigrer dans des milieux urbains, abandonnant leur milieu rural. Ce qui fait que ces milieux ruraux-là n'arrivent pas à évoluer. Vous allez voir, c'est tout le monde, quand ils sont qu'il y a des potentialités, il a tendance à migrer vers la grande ville, là où il y a la capitale, là où il y a des moyens matériels afin d'évoluer. Oui, c'est bien bon. Mais maintenant, qu'en est-il de tous ces milieux? C'est comme ça qu'en RDC ici, depuis l'an 2015, il y a une nouvelle loi qui est apparue, qui a permis de décentraliser le province. La RDC, au départ, qui avait 11 provinces, aujourd'hui a été écritée en 26 provinces. Tout ça toujours dans le but de développer tous ces milieux ruraux. Parce qu'avec ça d'abord, grâce à cette décentralisation, la RDC aujourd'hui a pu avoir dans chaque 26 provinces-là, il y a des gouvernements provinciaux qui est chapeauté par des gouverneurs. Donc, il y a tout un gouvernement provincial dans chaque province. Et du fait qu'il y a eu des zones de rural dont il n'y avait aucun départ au départ, mais avec ce nouveau gouvernement-là, ils ont eu à construire des écoles, à construire des hôpitaux, à construire des entreprises et des usines. Donc, en première position d'abord, qui sur le plan des emplois, ça réduit le taux de chômage. Donc, on a eu à créer des emplois qui fait que ces personnes qui sont dans des milieux ruraux ont eu à s'épanouir. Grâce à cette décentralisation, aujourd'hui, il y a de l'électricité, donc il y a de l'énergie dans tous ces milieux ruraux-là. Aujourd'hui, avec l'infrastructure, il y a des routes, ce qui fait que la RDC, malgré son étendue qui est si vaste, est un pays en voie de développement, qui est en train d'émerger en bonne et due forme. Donc, je dirais sur ces plans-là, ça a vraiment été un succès avec cette nouvelle loi. Très bien. Donc je vais vers Kizir. Kizir, aujourd'hui, le Togo, en quelques mots, l'identité actuelle du Togo. J'ai compris, en lisant, en faisant une petite revue, que il est classé 10e en termes de nombre déjà de tests de Covid-19, ce qui est extraordinaire. Alors, ouais. Notre sujet aujourd'hui, c'est pas le Covid-19, mais de parler un peu de ce qui pousse les pays qui sortent de beaucoup aussi de problèmes, comme les autres pays du Sud, qui les poussent, qui les motivent à se développer, à mettre en place des vraies mesures de promotion des secteurs, par exemple le secteur de la santé, le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, quelle identité pour le Gabon par rapport au capital humain rural? Qu'est-ce que fait le Gabon en termes de développement pour le monde rural? Quelle est son identité maintenant? Le Togo, par exemple. Pardon, le Togo. Allez-y, monsieur. Le Togo, voilà. Pardon. Voilà, le Togo. D'accord. D'accord. Oui, exactement. Nous sommes 10e sur le plan des tests parce que ce problème sur le Covid a été vraiment pris très, très au sérieux dès le début avec la mise en place de beaucoup de mesures. Comme le mot est sorti drastique et tout, pour pouvoir contrer la propagation du virus, et on ne peut que s'en féliciter. Et on compte aussi vraiment de très peu de cas aussi, beaucoup de guérisons. Donc, on remercie Dieu aussi pour cela. Et sur la question de développement du Togo, en réalité, le plan national du développement du Togo, son objectif global était de transformer structurellement l'économie afin que le pays s'installe dans une croissance, je dirais, forte, durable, inclusive et bien évidemment créatrice d'emplois. Parce que actuellement dans le monde, c'est ça le problème majeur, la création d'emplois. Les jeunes qui sortent de l'école, qui ont des diplômes, leur insertion. Ceux aussi qui n'ont pas
de diplôme, comment leur insérer aussi, comment leur trouver de l'emploi. Donc, il y a des politiques d'entrepreneuriat par-ci qui sortent, il y a des programmes de création d'entreprises. Comme tout à l'heure, je le disais, au Togo, aujourd'hui, pour créer son entreprise, c'est en moins de 24 heures. Tu crées ton entreprise, tu as le papier, tu peux commencer par exercer. Et aussi par des formations, ça passe aussi par l'innovation et aussi, je dirais, la mise à jour ou bien on les tient au courant aussi des nouvelles technologies, vous voyez, des nouvelles politiques, des nouvelles techniques dans plusieurs domaines, vous voyez. Donc par exemple, sur le plan national de développement, il y a une projection en fait pour une croissance de PIB de 7,6% d'ici 2022, vous voyez. Alors qu'il y a en 2018, c'était une croissance de 4,9%, 4,9% du PIB. Donc, grâce à beaucoup de mesures mises en place, j'ai cité la MIFA, j'ai cité la PADAT, il y a aussi d'autres mesures, d'autres programmes qui ont été mis en place. Il y a un essor économique qui a commencé, d'accord? Ce n'est pas un boom, mais il faut forcément commencer de quelque part, comme on le dit. Donc, c'est une politique qui a été amorcée, une croissance qui a été amorcée et qui suit son train. Donc, bien évidemment, il y a d'autres secteurs aussi qui seront touchés bientôt, mais l'agriculture a été mise en avance, l'éducation surtout aussi a été mise en avance, surtout par la construction des écoles, parce que on est tous d'accord ici pour tous ceux qui nous suivent que sincèrement, le développement d'un pays passe en premier lieu aussi par l'éducation. Plus les gens sont éduqués, plus les gens sont instruits, cela favorise bien évidemment le développement. Donc, l'accent aussi a été beaucoup mis aussi sur le développement du côté du secteur éducatif, notamment surtout la mise en place du secteur informatique ou bien des outils informatiques dans presque tous les lycées au Togo aujourd'hui, déjà pour leur habituer à ces nouvelles techniques de l'information et des communications pour améliorer leur mode de vie. Cela va jusque dans les villages pour les habituer à cela pour qu'ils puissent prendre le train. Vous voyez? Donc, parlant vraiment d'une politique de développement, on ne peut que s'en remercier. Et aussi, en parlant du Togo et du Maroc, ce sont vraiment de très bonnes relations qui sont entre ces deux pays parce que le Maroc a mis en place depuis, je dirais, 2013, de grosses politiques d'investissement au Togo. Cela passe bien évidemment par les 3 grandes banques leaders au Maroc qui sont implantées au Togo, qui ont racheté des parts dans 3 grandes banques au Togo qui essaient d'améliorer aussi ce côté bancaire. Sans oublier aussi que la production du phosphate, le Maroc est, je pense, premier producteur qui est juste devant le Togo aussi. Et c'est une relation B2B. Il y a aussi une dernière chose que je voulais rajouter. Lors de la COP22 à Marrakech, il y a eu vraiment une grosse échange entre notre président et le roi Mohamed VI. Ils se sont entretenus sur de nouvelles relations bilatérales entre ces deux pays. Et pour finir, il y a aussi, depuis 1984, cet accord de coopération internationale qu'il y a eu entre ces deux pays pour l'envoi de beaucoup d'étudiants boursiers pour venir étudier au Maroc, pour améliorer leurs compétences au Maroc, afin aussi de retourner aussi au pays pour pouvoir aider aussi dans plusieurs secteurs, notamment au pays comme à l'extérieur. Cela constitue toujours un développement. Donc, en parallèle, voilà. Merci Khalid. Merci Khalid. Khalid, merci. On reviendra sur ce point. Monsieur Coulibaly, on se souvient des 2 visites historiques de Sa Majesté, le roi Mohamed VI au Mali. D'abord lors des investitures du président Ibrahim Boubacar Keïta en 2013 et lors de sa visite de 5 jours en février 2014. De bonnes relations sont entretenues historiquement depuis de lustres entre le Maroc et le Mali. Le Maroc adopte une bonne politique d'intégration de la femme dans le monde rural. Le Mali aussi. Qu'est-ce que fait le Mali aujourd'hui pour la femme? Dites-nous encore plus. Qu'est-ce que fait le Mali aujourd'hui? Identité. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le Mali a franchi le pas de l'activité des femmes, de l'intégration des femmes, de la promotion des femmes? Oui. Je peux dire qu'aujourd'hui, il y a un bond excellent qui a été fait en matière de le son, Monsieur Coulibaly, activez le son. Allez-y. Oui, je dis donc, il y a un grand bond qui a été fait donc dans l'accès aux services sociaux de base qui sont les fondamentaux pour que le capital humain au niveau rural soit quand même développé, c'est-à-dire la santé et l'éducation, et notamment l'éducation et le maintien des jeunes filles à l'école.
Je pense que ça, c'est assez fondamental. Et notre travail qui est assez fait, qui est important dans tout ce qui est développement du capital humain pour la jeune fille, c'est la lutte contre le mariage précoce et le mariage des enfants. Je pense que ça, c'est un facteur qui est important, qui est un frein disons, au développement du capital humain de la jeune fille en milieu rural. Et globalement, la prévention et la prise en charge des violences faites aux femmes, qui sont aussi des questions qui sont essentielles dans le développement du capital humain en milieu rural. Parce que toutes les formes de violation, que ce soit des violations et des dénis de ressources et d'opportunités et de services, c'est que ce sont des violences faites aux femmes, sont des questions qui sont largement abordées en milieu rural. Et je sais qu'au Mali, actuellement, nous n'avons pas fait développer l'indice d'égalité des genres dans le domaine de l'agriculture, qui est largement du développement rural. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, des progrès sont en train d'être faits, notamment dans la question de l'accès au foncier rural. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle loi qui définit le foncier rural et qui fait en sorte que les femmes, n'est-ce pas, ont 15% aujourd'hui des zones aménagées en milieu rural, qui leur permet de pouvoir développer leurs capacités en matière de production et de transformation agricole et de pouvoir donc augmenter leur autonomisation. Je pense que ça, c'est des mesures qui sont en train d'être faites. Mais globalement, le gouvernement aussi développe aujourd'hui des politiques universitaires. Ok, je vais être plus précis. Je vais être plus précis. How can Mali achieve the SDG 5? Comment peut le Mali aujourd'hui atteindre la vision 2030 en termes d'ODD 5, en termes d'égalité des sexes? Dites-moi quelques lignes directives politiques qui vont permettre au Mali en 2030 d'atteindre les objectifs de développement durable en termes d'ODD 5. Alors, je pense que globalement, il faut donc revenir donc à ce que j'ai dit à un moment donné, à la politique nationale genre du gouvernement du Mali. Et ça, c'est assez fondamental. C'est le pilier central de notre stratégie nationale d'atteinte vraiment de l'égalité homme-femme et qui permettrait de pouvoir favoriser mobiliser toutes les ressources, toutes les énergies nécessaires au niveau national. Ça, c'est assez fondamental. Alors, quand vous prenez les SDG 5, il y a beaucoup de paramètres, de cibles qui sont définis, mais aujourd'hui, je dirais qu'aujourd'hui, l'accent du gouvernement aujourd'hui est mis sur le renforcement des capacités des femmes. Et je pense que ça, c'est fondamental. Et nous travaillons à tous les niveaux, que ce soit au niveau primaire, au niveau secondaire, au niveau tertiaire. L'accès des femmes à des positions de leadership, ça c'est extrêmement important. Et surtout, je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est la lutte et la prévention et la prise en charge de toutes les formes de violence faites aux femmes qui sont aujourd'hui un frein essentiel à l'épanouissement des femmes, que ce soit au niveau rural et au niveau… Merci, Monsieur Coulibaly. Monsieur Ibrahim, le Gabon ouvre un consulat général au Sahara marocain en janvier cette année, ce qui prouve le rapport inéluctable entre le Maroc et le Gabon. De grands efforts ont été fournis entre le Gabon et le Maroc pour mener à bien la… Vous m'entendez? Très bien, très bien. De nouvelles politiques ont été instaurées entre les deux pays, entre le Maroc et le Gabon. Que fait le Gabon actuellement? Que fait actuellement le Gabon au niveau régional pour le développement du monde rural? Quelles sont, à ton avis, les pistes de développement que doit entretenir le Gabon et le Maroc dans l'avenir? Alors, moi, je vais déjà vous dire que dans un premier temps, le roi du Maroc et son Excellence, Monsieur le Président de la République du Gabon, c'est une fraternité. Vous le savez très bien. Lorsqu'il a eu ses soucis de santé, c'est auprès du royaume chérifien qu'il est allé donc prendre un peu de repos, un peu et c'est l'occasion de se reposer. Donc le Maroc et le Gabon, pour tout le travail qu'il fait, et aussi pour le président du Gabon, pour tout le travail qu'il fait pour les Marocains de diaspora qui résident au Gabon aussi. Merci. Merci beaucoup aux deux. Merci. Allez-y, Monsieur Ibrahim. Tout à fait. Nous saluons, remercions
nous remercions le roi du Maroc pour tout ce qu'il fait pour le Gabon, parce que tout le temps, pratiquement, il est au Gabon. Nous le remercions, nous prions pour lui, pour sa santé. Nous le bénissons vraiment pour tout ce qu'il fait pour le Gabon. Alors, donc, pour lui, entre le Maroc et le Gabon, c'est une vieille fraternité, une vieille amitié, une vieille fraternité qui existe depuis. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver des Marocains qui investissent dans le secteur des télécommunications, dans le secteur bancaire et aussi au niveau du commerce. Bon, maintenant, il y a aussi cette dimension familiale, donc le métissage à travers donc les mariages et tout le reste. Et ce qui fait en sorte revenons à notre sujet. Le monde rural au Gabon, voilà. Le monde rural au Gabon, quelle identité aujourd'hui? Voilà. Le monde rural au Gabon, voilà, quelle identité aujourd'hui? Je voulais aussi d'abord, puisque nous sommes rentrés dans le deuxième axe qui est très important pour rechuter par le monde rural, je voulais donc rappeler que le Gabon, c'est aussi sa stabilité, sa diplomatie agissante, c'est plus de 96% du taux de scolarisation au Gabon, qu'au Gabon, il n'y a pas de discrimination du genre. Par exemple, les hommes et les femmes vont ensemble à l'école, ils accèdent au même diplôme, ils accèdent dans les mêmes emplois. Aujourd'hui, le président de la Cour constitutionnelle est une dame, le président du Sénat, c'est une dame, le ministre de la Défense nationale, c'est une dame. Il y a toute une décennie de la femme qui a été mise en place. Et donc, chez nous, en ce qui nous concerne, il n'y a pas de cela. C'est-à-dire, il n'y a pas de discrimination au niveau du genre. Madame la présidente, l'épouse du chef de l'État, a mis en place donc, a fait voter donc une loi condamnant donc tout ce qui spolie donc l'héritage au niveau des femmes, ce qui fait qu'aujourd'hui les femmes sont beaucoup protégées. Elles ne sont pas, c'est pas le cas comme cela se passerait dans d'autres pays. Donc au niveau donc du Gabon, on ne peut pas parler de discrimination du genre. C'est vrai qu'il y a quelques marginaux. On ne peut pas dire que ça n'existe pas, mais dans l'ensemble, réellement, tout se passe très bien pour les femmes au Gabon. Alors, donc, nous avons aussi, en ce qui concerne donc les réalisations au niveau du Gabon, nous avons donc l'amélioration des hôpitaux. On va inviter une femme du Gabon pour nous dire que si vraiment tout va bien pour la femme au Gabon, on va l'inviter. Très bientôt. Oui, tout à fait. Parce que, vous savez, au Gabon, les femmes accèdent dans les mêmes fonctions. Donc, il n'y a pas de discrimination. C'est-à-dire, vous trouverez une femme ingénieure et un homme ingénieur. Vous trouverez, dans la fonction publique, nous avons la même grille indiciaire, la même grille des salaires. Il n'y a pas de salaire des femmes et puis un salaire des hommes. Donc, tout au Gabon, nous commençons l'école ensemble, nous terminons les cycles universitaires pratiquement ensemble. Donc, il n'y a pas de discrimination à ce niveau. Maintenant, ce que je disais en ce qui concerne donc les zones reculées, je vais réitérer tout ce que j'ai dit dès le départ. Il y a aujourd'hui que nous avons beaucoup d'intellectuels qui sont arrivés du fait d'être partis des zones rurales pour venir donc dans les universités, les écoles supérieures. Ils sont suffisamment formés, mais ils ne sont pas formés dans les domaines agricoles. Donc, vous conviendrez avec nous qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle politique qui est mise en place par nos gouvernants pour inciter les jeunes à repartir vers le village. Et pour les accompagner, il y a ce que je disais tantôt, la construction des routes que le gouvernement a mis en place aujourd'hui pour permettre donc la circulation et la commercialisation de tout ce qu'ils vont éventuellement récolter au niveau du village pour pouvoir soit les revendre en ville ou alors permettre à ceux qui sont dans les zones urbaines d'aller vers la ville. Toute chose aujourd'hui qui va nous éviter la dépendance que nous avons parce que le Gabon dépend, et je vous l'ai dit tout à l'heure, à plus de 60% de ce que nous mangeons vient de l'extérieur. Nous avons donc le Cameroun qui est voisin, qui est notre pays, notre pays frère voisin, qui nous importe de la banane, voyez-vous. Et donc, il va falloir que cette politique, nous puissions mettre en exergue une politique non seulement d'incitation incitative à ce que les jeunes retournent dans les zones rurales, mais aussi, il va falloir mettre aussi cette politique de formation pour leur permettre d'acquérir un certain nombre de compétences parce que en réalité, ils ne sont pas spécialistes dans ces domaines. Ils se sont beaucoup plus lancés dans les domaines universitaires où ils ont étudié la littérature et bien d'autres choses, et ce qui fait en sorte que malheureusement, avec tous les problèmes que nous avons au niveau donc de l'emploi et du chômage, ces jeunes gens sont obligés de venir gonfler le nombre déjà de chômeurs qui existent. Donc, il y a lieu de... Et un avenir, Inch'Allah, si veut Dieu, très prometteur. Je cède la parole à Khalid. Khalid, on va atterrir sur le troisième axe. Quel avenir aujourd'hui pour l'Afrique? Quelle identité?
quel partage, quelle intégrité. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des efforts de lutte contre la corruption? Nous savons très bien que les pays du Sud souffrent des problèmes liés à la corruption. Comment sont les relations avec les autres? Est-ce que les pays africains et le Togo éventuellement a une politique de voisinage, de développement, de fraternité avec les autres pays? Quel avenir aujourd'hui pour le Togo en Afrique et quel avenir aujourd'hui pour le monde rural en Afrique? Troisième axe. Allez-y, monsieur Khalid. D'accord, merci beaucoup, monsieur Amir. En fait, en réalité, actuellement, la tendance, ce qui se remarque, c'est que tout le développement de tous les pays sont vraiment axés sur les jeunes, vous voyez. Donc, le point est vraiment mis sur les jeunes, tu vois. En fait, le constat est tellement de telle manière qu'il faut en fait révéler aux jeunes leur potentiel, vous voyez. We need to import the younger generation for their potential pour qu'ils puissent en fait donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous voyez, quand vous parlez de corruption, quand vous parlez des relations entre le pays, entre le Togo et les pays voisins, le Togo est dans l'Afrique de l'Ouest, et entre les pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a une politique de libre-échange, de la liberté de circulation des habitants. Vous voyez, donc déjà, ce sont des politiques en fait qui ont été mises en place pour assouplir le commerce, le monde économique, pour qu'on puisse circuler entre nous sans forcément avoir besoin de certaines barrières au niveau de certaines frontières. C'est juste des barrières assez basiques et tout, des formalités d'usage, mais rien de très bloquant. Donc, sur ce côté, on félicite vraiment l'Afrique de l'Ouest. Et même sur cet exemple, bien évidemment, le Maroc voulait intégrer la CEDEAO il y a un moment. Donc, bon, je n'ai plus de suivi sur le dossier, donc comment ça se passait, mais cela montre déjà que voilà, ces politiques qui ont été mises en place ont été très bénéficiaires et que cela profite vraiment à l'essor économique de la sous-région. Pour revenir sur le monde rural, oui, comme je le disais tout à l'heure, sur le plan du Togo pour venir à l'Afrique, en fait, on ne peut que féliciter tout le travail qu'a fait le gouvernement, et pas seulement que le gouvernement, les autres acteurs de la vie politique, de la vie sociale, de la vie économique, et même nous les jeunes, la diaspora comme ceux qui sont là aussi, par tout ce qu'ils font. Vous voyez, par les sensibilisations, par le fait que voilà, la création par exemple de l'emploi, plus il y a d'entreprises qui sont bien compétitives, qui ont de bons rendements, plus l'économie évolue et plus le PIB augmente, vous voyez. Donc, ce qui veut dire que les politiques ont été mises en place, oui, elles n'ont pas encore vraiment un boom économique où on voudrait aller, mais comme je l'ai dit tout de suite, il y a forcément un départ, vous voyez. Donc, en gros, on peut féliciter vraiment tout ce que le gouvernement fait et tout. Donc, j'ai écouté les autres intervenants aussi sur ce qui se passe aussi dans leur pays et je ne peux que féliciter tout un chacun. Aujourd'hui, nous avons 5 pays là aujourd'hui qui discutent. C'est déjà beaucoup. Je vois que les chemins se rejoignent. Tout le monde a dans sa politique le monde rural dans sa politique de développement. Et cela ne peut être bénéfique. Pour revenir à l'Afrique, le monde rural constitue vraiment un gros levier parce que on a une chose qu'on ne peut pas nier. En Afrique, l'agriculture est prépondérant. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de très prépondérant et que le milieu rural est beaucoup affecté par cela. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le milieu rural. Donc, investir dedans, investir dans le milieu rural par des formations, par l'allègement, par l'amélioration des infrastructures ne pourra qu'être bénéfique pour des objectifs d'ici 5 ans, 10 ans et tout. Cela pourra vraiment absorber l'économie. Alors, par exemple, d'ici 2035, tout simplement, la moitié des Africains vivront en ville. C'est une estimation qui a été faite par la Banque mondiale. Ou pire, et on aura dans les 330 millions, je dirais, de jeunes Africains qui seront entrés dans la vie active. Le monde rural est ainsi appelé vraiment à la rescousse pour jouer le rôle central de groupe pourvoyeur, je dirais, d'emploi pour absorber toute cette Khalid. Merci Khalid. Ouais. Je vais vers Monsieur Coulibaly. Monsieur Coulibaly. L'avenir, Monsieur Coulibaly, vous êtes avec nous? Monsieur Coulibaly? Monsieur Coulibaly? Je crois que Monsieur Coulibaly a été déconnecté. Monsieur Rich, l'avenir de l'Afrique. Où est l'avenir de l'Afrique? Est-ce vraiment dans le monde rural? Est-ce dans le développement du monde rural? Où est exactement l'Afrique? Allez-y, Monsieur Rich. Je suis de retour. Merci pour la parole. Alors,
Par rapport au troisième axe, j'aimerais évoquer deux principaux faits. Le premier, ça sera sur l'une des plus grandes difficultés de l'Afrique, principalement le blocage du développement rural de l'Afrique, c'est que je vais évoquer en premier. Et puis en deuxième, je vais évoquer le départ du développement de l'Afrique. Alors, je vais commencer par l'une des difficultés de l'Afrique. Je dirais que la difficulté réside sur le plan politique, spécifiquement dans la gestion de la chose publique. Pourquoi je dis des choses publiques? En Afrique en général, l'accès à des fonctions n'est prime plus vraiment sur par technicité. C'est ça la plus grande difficulté. Par technicité, donc, soit si pas par des références scientifiques ou intellectuelles, mais plutôt par militantisme. Les gens souvent ont tendance en Afrique à occuper des fonctions parce qu'il a milité dans un parti pendant longtemps, peu importe son niveau d'études ou son niveau scientifique, peu importe s'il a il a des compétences techniques pour assurer cette fonction-là, mais du fait qu'il a milité dans ce parti pendant longtemps, il accède à ces fonctions. Et en accédant à ces fonctions, ne connaissant pas comment gérer convenablement la chose publique, ce qui fait que ça crée un blocage dans le développement. C'est comme ça que de nos jours, aujourd'hui, nous trouvons, il y a des députés dans les parlements qui ont été votés par la population, mais ne sachant pas quels sont leurs rôles réels. Les députés, aujourd'hui, vous le verrez, ils sont là au Parlement, ils sont députés, mais ils se disent que, par exemple, comme député, c'est creusé une base, chaque mois, il passe, il va remettre des shirts, il va faire des petits dons à la population. Il se dit, c'est ça son travail en tant que député. Or, ce n'est pas ça le travail d'un député au Parlement. Quel est le travail aujourd'hui d'un député dans le Parlement RDC? Qu'est-ce qu'il ne fait pas aujourd'hui et qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui? Non, en fait, le travail d'un député en soi, il a au Parlement pour soumettre le besoin de la population au Parlement afin d'établir un projet de loi qui sera adopté par tous pour soumettre à l'exécutif, qui est le gouvernement, afin de l'appliquer. C'est ça le rôle du député au Parlement. Et non d'aller faire des dons à la population. Non. Le député, il est là pour soumettre le problème de fait au Parlement. Ils vont débattre tous ensemble et émettre des projets de loi qu'ils vont adopter et mettre en disposition des ministres qui sont chargés de l'exécutif afin de l'appliquer maintenant envers la population. Et c'est l'un des plus grands blocages. D'autre part encore, si j'aimerais encore énumérer, là, c'est pourquoi personnellement, là c'est mon jugement personnel, je me suis dit, l'un des grands blocages aussi, c'est parce que de nos jours, en principe, la politique devait appartenir à une certaine classe aristocratique. Pourquoi j'évoque la classe aristocratique? Il y a un adage qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a, comme je viens de l'évoquer, il y a des gens qui, du fait qu'ils ont été dans des partis, à travers des accords, ils arrivent à accéder dans des fonctions. Or, il y a ces gens-là, des fois, qui n'ont pas su s'imprégner de certains besoins de première nécessité. Alors là, je me permets d'évoquer l'un des grands penseurs, Abraham Maslow, qui a eu à établir une pyramide qu'on appelle la pyramide de Maslow, dont il a évoqué les 5 principaux besoins de la vie. Alors, la pyramide des besoins de Maslow de l'école des relations humaines. Allez-y. Voilà, les 5 besoins principaux. Je me dis, une personne qui n'a pas su encore franchir le besoin de première nécessité qu'on appelle des besoins physiologiques, n'a pas su franchir le deuxième besoin qu'on appelle des besoins de sécurité. Alors, et les troisième besoin, alors cette personne, quand vous le prenez, vous le mettez en charge de la chose publique. Alors, comme que je viens de le dire, la charité bien ordonnée commence par soi. Il va chercher d'abord par s'imprégner de ses besoins physiologiques, qui est de la faim, la nourriture, le sommeil, les besoins de sécurité, assurer son environnement, lui ainsi que ses proches. Alors, je me dis, quand cette personne a encore de tels besoins, quand est-ce qu'il aura les soucis de commencer à penser au bien-être social? C'est ça la grande difficulté. On vous rejoint, une personne affranchie de ses besoins
est une personne qui aide beaucoup et une personne, comment on dit, une personne qui sait vaut mieux que deux. Et je reviens à Coulibaly. L'avenir de l'Afrique. L'avenir de l'Afrique. L'avenir de l'Afrique, il est rural, exclusivement. Et quand on dit le rural aussi, je dirais aussi qu'il est local. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes confrontés à tous les défis que nous pouvons imaginer, qui s'appellent les défis de paix et de sécurité, surtout aux pays comme le Mali, comme la zone sahélienne. Tant qu'on n'arrive pas à taire les armes déjà, je pense que ça, c'est encore une difficulté. Ça, c'est un premier point que j'aimerais noter. Quand on était jeune, moi, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai passé 21 années. Quand on était enfant, quand on allume la télé le matin en Côte d'Ivoire, à la fin de tout ce qu'il y a comme hymne national, on écrit « Le succès de ce pays repose sur l'agriculture ». Quand on ferme la télé, c'est le même refrain qui vient. Regardez la Côte d'Ivoire, là. Regardez leur développement rural, leur développement agricole. Ça n'a nulle part de comparaison avec aucun pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et il faudrait que nous, en tant que pays africain francophone, on parle trop. Il faudrait qu'on arrête de parler trop. On fait trop de politique, on ne fait pas d'action. Aujourd'hui, pour qu'on transforme le monde rural, il faut qu'il y ait de nouveaux acteurs. Et les nouveaux acteurs, il nous faut des entrepreneurs agricoles et ruraux. Et c'est cette classe-là de capital humain-là que nous devons avoir. Et la réflexion que nous devons mener, c'est quelle est la compétitivité de notre capital humain rural. C'est cette réflexion que nous devons mener. Si nous n'arrivons à parler de ça, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce capital humain-là puisse être compétitif, qu'il puisse être mobile, qu'il puisse circuler à l'intérieur d'un espace sous-régional africain, n'est-ce pas, Afrique de l'Ouest centrale. Regardez en Afrique centrale, là, nos frères de l'Afrique centrale. Pour quitter le Gabon pour aller au Cameroun, pour quitter le Gabon pour aller en Centrafrique, il faut demander des visas de gauche à droite ici. Comment vous voulez qu'on développe juste un petit mot par rapport à ça. Nous aurons très bientôt un webinaire autour de la monnaie unique et entre la libre circulation des Africains en Afrique. On aura très bientôt un webinaire dans ce sens, c'est programmé. Merci. Et ça, je voudrais revenir sur 2-3 points rapidement. Aujourd'hui, avec la situation de Covid, ça nous donne une opportunité extrême pour investir le monde rural et le monde agricole. Aujourd'hui, l'Afrique importe environ plus de 50 milliards de dollars américains d'alimentation. Mais on a toutes les terres arables en Afrique. Mais on n'arrive pas à transformer, à créer des chaînes de valeur régionales. Pourquoi forcément nous insérer dans les chaînes de valeur mondiales, alors qu'on peut constituer des chaînes de valeur sous-régionales et africaines avec le Maroc qui a de l'expérience, qui a de l'expertise, avec vraiment d'autres pays qui sont vraiment avancés et bâtir vraiment une économie agricole et rurale qui nous permette déjà de sécuriser notre faim. Je pense que ça, c'est fondamental pour nous aujourd'hui. Et on ne peut faire cela que lorsqu'on a un capital humain rural qui soit compétitif avec des entrepreneurs qui ont une vision et qui puissent travailler avec toutes les technologies appropriées pour pouvoir s'en sortir. Développer les semences locales, les semences améliorées locales, développer la technologie, favoriser la libre circulation des personnes et des biens, favoriser la circulation des capitaux qui sont investis dans le monde rural. Je pense que ça, c'est assez fondamental. Aujourd'hui, je répète, l'avenir de l'Afrique, le succès de l'Afrique, il sera rural, il sera local et il sera aussi féminin. Et je pense que ça, c'est très important sur cet aspect de féminin. Le genre, aujourd'hui, si nous arrivons à mobiliser toutes nos énergies pour que nous ayons plus une complémentarité entre les hommes et les femmes, qui font qu'aujourd'hui, nous, on a 50% du capital qui est mort. Quand je dis le capital qui est mort, c'est le capital féminin, qui est sous-exploité, sous-valorisé, qui est brimé, qui est dégradé. Et aujourd'hui, on ne peut trouver qu'en Afrique. Moi, j'ai vécu en Chine. J'ai vu les potentialités que lorsque, dans le monde rural, nous arrivions à valoriser les femmes, on peut faire un bond spectaculaire en termes de croissance et de développement. Et je pense que la Chine nous montre l'exemple. Ne laissons pas la Chine venir nous envahir. Copions
Imitons ce que la Chine a fait comme modèle de développement, adaptons-le à nos réalités et bâtissons une Afrique prospère à partir du local et à partir du zone du rural. Et je pense que le Maroc est un bon exemple qui a réussi cela. La Côte d'Ivoire en a fait, le Sénégal est sur la voie. Et je pense que le Mali et les plus autres pays du Sahel sont sur la voie aussi de pouvoir faire cette transformation. Monsieur Amin, Monsieur Amin, oui, Monsieur Amin, allez-y. il y a un petit truc à rajouter. Juste hier, je suivais la vidéoconférence du président du pays du Madagascar lorsqu'on lui questionnait sur la solution Covid organisme qu'ils ont mis en place pour lutter contre le coronavirus. Il a dit une chose essentielle, c'est que les problèmes de l'Afrique ne pourront pas trouver de solution ailleurs. C'est seulement qu'en Afrique. Parce que les réalités que nous avons en Afrique, nous ne pouvons pas aller chercher les solutions ailleurs. En réalité, on ne peut pas se mettre l'état d'esprit dans lequel nous sommes lorsque nous avons créé nos problèmes. Nous ne pouvons pas nous trouver dans le même état d'esprit lorsque nous voulons trouver des solutions. Il faut que nous changeons de mentalité sur beaucoup de choses. Si en Afrique, nous avons des pays, comme il l'a dit tout à l'heure, le Maroc qui a réussi cela, la Côte d'Ivoire qui est un bon exemple, le Sénégal qui en voit, ce sont des pays d'Afrique et on a presque les mêmes réalités. On pourra voilà, copier dessus, demander, c'est de la fraternité, c'est de la coopération pour qu'ils aussi nous apportent des solutions ou pourquoi pas former, à aller dans l'auto-formation pour pouvoir apporter des solutions adaptées à chacun son problème. Mais la solution n'est pas ailleurs, elle est en Afrique. Et pour finir, elle repose sur la jeunesse. Je suis particulièrement fier de voir toute la jeunesse africaine qui est ici au Maroc, étudiantes ou autres qui travaillent ou bien qui sont dans le domaine des études pour tout ce qu'ils font. Parce que voilà, ce sont les futurs penseurs de demain. Ce sont des gens qui ont quitté le pays pour pouvoir avoir cette formation. Et l'agence marocaine de la coopération internationale fait un très, très grand travail dans ce domaine-là. Et vraiment, c'est vraiment à féliciter. Et j'exhorte vraiment les jeunes qui nous suivent aujourd'hui de ne pas négliger cela, de faire en sorte que à la fin de leurs études, à la fin de leur cursus, tout ce qu'ils font, de pouvoir trouver un feedback positif à rapporter à leur pays et de l'adapter aux solutions de leur pays. L'avenir de l'Afrique est en nous et chacun est un acteur de cet avenir prometteur. Amin, je reviens, monsieur Ibrahim. Deux points rapides. Oui, allez-y, monsieur. Oui, monsieur Coulibaly, oui, vous voulez dire quelque chose? Deux points rapides pour revenir toujours à ce qu'a dit mon frère du Togo par rapport au cas de Madagascar. On appelle ça tout simplement dans le jargon technique les savoirs locaux. Aujourd'hui, l'Afrique regorge de savoirs locaux, d'innovations qui sont cachés, que nous n'arrivons pas à répertorier, à documenter, à prouver et à vulgariser au sein de l'Afrique. On n'a pas besoin d'aller ailleurs, on a besoin de le vulgariser qu'en Afrique. Et ça, c'est un travail que nous devons faire, nous, en tant qu'acteurs de développement. Deuxième point, par rapport aux partis politiques, comme on l'a dit au premier point, il nous faut, nous, réfléchir maintenant à bâtir des partis politiques à l'échelle africaine. Exactement. On ne peut pas rester dans nos petits micro-partis ici avec des idéologies importées de gauche à droite, alors que nous n'arrivons pas à bâtir un parti politique. Et je vous assure, moi, le 25 mai de cette année, je vais lancer un mouvement, et j'ai déjà enregistré au Mali, qu'on appelle l'Alliance pour la Renaissance africaine, qui va être l'embryon et la base d'un nouveau parti politique à l'échelle africaine, avec le même nom, avec les mêmes acteurs, pour que nous ayons une vision commune et que nous puissions mobiliser toutes nos énergies, les jeunes, comme a dit mon frère du Togo, les femmes, et puissent vraiment avoir une vision claire du fait du monde rural, notre vision. Alors, je reviens vers monsieur Membourou. Monsieur Membourou, vous avez 2 minutes de la fin. Allez-y, monsieur Membourou. Ben, je tiens à féliciter d'abord tous mes collègues panélistes et puis dire que, comme ils l'ont dit, hein, l'avenir, c'est le monde rural. Hein. Avec le Covid-19, nous avons vu combien de fois, avec la fermeture des frontières et tout le reste, nous avons vu combien de fois on pouvait un tout petit peu connaître quelques petites difficultés. Si tout le monde s'investissait un tout petit peu au niveau de l'agriculture pour atteindre peut-être l'autonomisation à ce niveau, je pense que quelque part, on ne connaîtrait pas les quelques pénuries que nous vivons en ce moment. Nous disons tout simplement que le Gabon a ratifié la zone économique africaine. C'est une preuve pour notre intégration. Nous continuons dans cette voie de l'intégration africaine dès lors que notre président est le
le président de la CEAC, donc la communauté économique, la CEAC, donc la communauté économique d'Afrique centrale. Donc, c'est dire que dès lors que nous avons... Est-ce que vous parlez de la zone de libre-échange? La zone économique africaine, tout à fait. Dès lors que nous avons ratifié, donc ça veut dire que nous sommes toujours dans cette dynamique de l'intégration africaine, c'est-à-dire que nous voulons beaucoup plus miser sur un partenariat sud-sud et commencer un tout petit peu de sortir de cette dépendance qui nous habite envers nos amis du Nord, c'est-à-dire les Européens, les Occidentaux et bien d'autres, les Américains. Donc, c'est dire qu'en réalité, pour cela, le Gabon a mis en place des mécanismes pour permettre à nos frères africains de venir investir au Gabon. Nous avons plusieurs structures de contrôle, plusieurs structures de lutte contre la corruption, notamment nous avons mis tout un ministère en ce qui concerne donc la bonne gouvernance. Nous avons une commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite et récemment vous avez suivi les efforts du président de la République en ce qui concerne donc la tolérance zéro en ce qui concerne donc la corruption en mettant aux arrêts de hauts responsables de notre pays qui ont occupé des postes importants, mais qui ont été reconnus coupables d'un certain nombre de malversations. Donc, c'est pour inciter ici aussi nos frères africains qui sont déjà sur le sol gabonais, notamment donc nos frères marocains qui nous apportent leur contribution en ce qui concerne donc l'agriculture, les télécommunications et les banques, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, les inciter à venir aussi investir dans notre pays. Dans le alors, je voulais en venir à ce point. Que fait le Gabon aujourd'hui pour attirer les IDE, les investissements directs étrangers? Que fait le Gabon pour les inciter à venir investir dans le rural, je dis bien, au Gabon? En 30 secondes. Nous avons une agence nationale de promotion et des investissements. Il y a encore, je pense, ce mois de mai, nous avons le Gabon a pris la décision de ne plus limiter le capital apporté donc au SARL. Donc, chacun peut créer son entreprise avec ce qu'il a pour commencer donc ses activités normalement. Donc, nous avons des lois et des textes attractifs qui permettent donc à nos frères africains à venir investir dans notre pays en toute sécurité et puis voilà, gagner de l'argent et aussi employer quelques Gabonais qui se retrouvent donc dans la situation que nous avons parlé, situation de pauvreté, qui voudraient qu'au terme donc de leurs études, il n'y a plus d'activité parce que le chômage sévit en ce moment. Donc, les portes sont grandement ouvertes et nous avons donc mis en place ces agences. Le gouvernement de la République a mis en place donc ces structures pour permettre à tout un chacun de venir investir en toute sécurité dans notre pays. Alors, Monsieur Rich, voilà. L'adage africain qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Un mot de la fin. Qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Que fait aujourd'hui la politique pour l'Afrique pour que l'Afrique soit dans un avenir meilleur, qu'elle soit développée? Quel avenir aujourd'hui pour l'Afrique? Quelle plante, quel arbre a planté le RDC pour un bon développement de l'Afrique? D'abord, j'aimerais, si vous me permettez, boucler d'abord ma première pensée, dont je n'avais pas fini avant de chuter avec votre question. Donc, c'est pour revenir à ce que, quand j'ai évoqué la théorie d'Abraham Maslow, c'était en fait pour éveiller la conscience de l'Africain et que ce n'est pas n'importe qui qu'on doit désigner pour animer des fonctions politiques. Ce n'est pas tout le monde qui a les soucis de l'émergence de la population. Et ce n'est pas n'importe qui, parce qu'il est idéologiste, qu'il peut assurer la fonction. Donc, il y a un peu de critères sur le plan social et intellectuel qui sont impératifs afin de permettre à une personne d'assurer des fonctions. Donc, là, c'était pour boucler un peu la première pensée. Par rapport à ce que vous avez dit par rapport à l'émergence de l'Afrique, moi, je me dis, l'émergence de l'Afrique devait se faire selon l'approche bottom-up. Qu'est-ce que j'attends par bottom-up? Donc, l'initiative doit partir de la base, puis monter vers le haut, et non le contraire. Parce que personnellement, nous, en Afrique, qu'est-ce qui est constaté? La plupart des projets réalisés en Afrique sont des projets occidentaux qu'on vienne nous implanter ici en Afrique. Voilà pourquoi l'Afrique n'arrive pas à émerger.
Au contraire, l'Afrique devait s'approprier de ses propres projets. Donc, même on arrive à concevoir nos projets et l'Occident ne devait que être comme de bailleurs de fonds qui devaient nous soutenir sur le plan matériel. Sur le plan matériel, tel que M. Koulibaly, il a dit. Ce n'est pas le moyen que nous manque pour développer nos milieux ruraux. Nous avons des terres par rapport à l'agriculture, ce n'est pas ça qui manque. La preuve, nous voyons même des Chinois, ils viennent dans notre pays pour faire l'agriculture ici. Donc, cela démontre que nous avons toutes ces potentialités-là. Donc, c'est nous qui devons être, en fait, le départ. Nous devons nous imprégner du développement et de tout le projet. Et si l'aide étrangère viendra, ça ne sera que pour nous apporter de l'aide sur le plan matériel ou financier. Tel qu'on l'a dit avec la Chine. La Chine se sont consolidés eux-mêmes, ils se sont renfermés. Ils ont mis en soi, et vous voyez que moi je me dis, l'émergence de tout un peuple est basée sur sa culture d'abord. C'est ça l'acteur majeur. La culture, ses origines. Quand une personne se base sur ses origines et sa culture, sur son propre mode de fonctionnement, c'est là où est le départ de l'émergence. Mais quand vous vous appropriez un mode de vie qui n'est pas la vôtre, en cherchant à assimiler, vous pourriez même vous perdre. Et c'est là où réside même le blocage de l'Afrique. C'est parce que nous avons tendance à élaborer des théories de développement par rapport aux théories occidentales et non non en tenant compte de nos modes de vie et nos fonctionnements de l'Afrique. Donc c'est là où réside le grand blocage aussi. Merci. Alors je vais vers Monsieur Koulibaly. Oui. Monsieur Koulibaly, quelques minutes de fin, 2 minutes de la fin, 2 minutes pour la fin, pour la conclusion. Allez-y, Monsieur Koulibaly. Je pense qu'aujourd'hui, vous venez de faire émerger vraiment une bonne dynamique de dialogue entre Africains sur les différents défis auxquels nous faisons face. Rapidement, Monsieur Koulibaly, ça commencera à couper. Rapidement. Oui, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est au-delà de ces échanges, c'est de passer à l'action. Parce qu'en Afrique, on a souvent beaucoup de théories. On ne passe pas à l'action, on n'aime pas faire des petits résultats. Je pense que alors laissez-moi, vous n'avez pas de chance parce que ça va commencer à couper. Je vous donne une dernière question rapidement, en 2 mots. Oui. En 2 mots. Salif Keïta, en 2 mots. En 2 mots. Salif Keïta. En deux mots, il faut investir dans les femmes en milieu rural. Je pense que c'est une clé. Salif Keïta, un artiste malien, en 2 mots. Oui. Salif Keïta. Salif Keïta, c'est un artiste malien engagé pour la culture malienne et qui contribue aussi au développement du monde rural, à l'émergence locale. Et je pense que c'est un panafricaniste. Monsieur Mamboro. Omar Bango, Monsieur Mamboro, Omar Bango. Oui, c'est le père de la démocratie, le père de l'unité nationale. C'est celui qui a fait pratiquement le tour du monde. C'est lui qui était le père de Papa Africa, comme on l'appelait. C'est le père de l'unité africaine. C'est lui qui a unifié pratiquement les Africains et faire en sorte que dans notre pays, aujourd'hui, si vous arrivez, le Gabon regorge de toutes les nationalités pratiquement du monde, que ce soit de l'Afrique, l'Asie, l'Europe, les États-Unis et pratiquement, comme je le dis, le monde entier. Riche, Joseph Kabila. Voilà, Joseph Kabila. Actuellement, M. Joseph Kabila a été déclaré comme le père de l'alternance démocratique. C'est pour la première fois de voir après un président africain, après avoir occupé plus de 18 ans, 19 ans dans la gestion du pays, accepter de passer la main aussi facilement. Donc, disons, c'est quand même un grand pas un exemple pour l'Afrique. Monsieur Khalid, le groupe Choufan, le groupe de musique Koufan, dernier mot, rapidement. Pour les autres, ça a été des grands acteurs politiques, mais pour nous, c'est le groupe Koufan. Pour moi, c'est la musique. Oui. La musique, c'est la politique. Ouais, le groupe Toufan, c'est le groupe international du Togo qui ont vraiment fait montrer vraiment la musique togolaise au-delà des frontières internationales. Donc, vraiment, ils sont vraiment dans nos cœurs. Voilà, on les soutient et ils font vraiment beaucoup de choses pour le Togo, pas seulement dans la musique, dans le milieu social, par des aides et beaucoup d'autres choses. Donc, on ne peut que les remercier et merci aussi au président de la République. C'est les meilleurs ambassadeurs de la politique et du développement du Togo. Mes chers amis, mes chers frères, je vous remercie pour votre
fructueuse présence. Oui, allez-y, allez-y. Oui, Amine, une dernière chose, donc pour tous ceux qui nous suivent aussi, je voulais vous remercier pour cela. Attendez, Metchoufan, c'est aussi ceux qui ont produit l'hymne national togolais. Hein? Non, c'est une autre personne qui a produit, je n'ai plus son nom en tête, mais les Toufan, c'est des artistes urbains, je veux dire, qui ont décollé il y a très, très récemment. Pour votre implication, le African Network for Sustainable Development vous remercie pour votre présence. Et n'oubliez pas que le vendredi, on aura un autre rendez-vous avec la transformation digitale et les problèmes d'intégration dans les entreprises. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre présence. Et n'hésitez pas à visiter notre page, à l'aimer et à la partager. Voilà, le Maroc sera votre ami comme vous l'êtes toujours. Et à très bientôt, Inch'Allah. Bon Monsieur Amine, une dernière chose pour ceux qui nous suivent aussi. Voilà, j'aimerais aussi vous remercier en même temps pour ceux qui nous ont suivis. Et aussi, vous demander aussi pour ceux qui nous suivent le vendredi aussi. En fait, j'ai programme un live aussi au nom de ma fondation. C'est un live en fait de présentation de la fondation des différents objectifs et des missions que nous poursuivons et aussi pour donnez-nous l'affiche, on va la partager pour vous. Oui, d'accord. Je vais vous l'envoyer tous et en tout cas, je vous remercie aussi beaucoup pour tout ce que vous faites aussi et aux jeunes étudiants aussi qui nous ont suivis. Ce n'est pas facile en ces temps, mais voilà. On est obligé de couper. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Okay. Merci à vous. Au revoir. Bye. Merci à tous. Vive l'Afrique, vive la Renaissance africaine.